Et maintenant, une course au trésor. Le fameux trésor des Burgondes, l'or du Rhin. Mais que sait-on vraiment de ce peuple mystérieux? Deuxième partie de notre grande enquête aux sources des Nibelungen. Une gravière quelque part le long du Rhin. Chaque année, plusieurs tonnes de sable sont extraites de ce bras mort du fleuve. Le lieu exact est tenu secret. Dans leur drague, les ouvriers de ce chantier ne remontent pas uniquement du gravier. Au milieu de ces tonnes de sable se cache le plus précieux des métaux. Depuis des millénaires, le Rhin est entouré d'une aura magique. Ces eaux renfermeraient le légendaire trésor des Nibelungen, l'or du Rhin. Le trésor des Nibelungen remonterait-il petit à petit à la surface? L'histoire des Nibelungen. Une épopée héroïque allemande. Un drame poignant qui se perd dans la nuit des temps. On y croise des héros courageux, de sombres crapules, des dragons, des trésors, mais aussi des princesses à la beauté sans égale. Une tragédie mêlant l'amour et la haine, la loyauté et la trahison. Cette légende parle aussi de richesses englouties. Quelle est la part de vérité historique qui se cache derrière ce mythe? Quels sont les événements et personnages ayant réellement existé? Qui étaient donc les Nibelungen? Et surtout, où est caché leur trésor? Le monastère de Saint-Gall, au pied des Alpes suisses. Depuis plus de 200 ans, cette abbaye bénédictine renferme une ancienne édition de la chanson des Nibelungen, l'un des plus importants manuscrits de la littérature allemande. Dans la bibliothèque du monastère, nous retrouvons Joachim Heinzle, professeur de langue et de littérature médiévale allemande. Joachim Heinzle est l'un des grands spécialistes de cette épopée médiévale. Voici le célèbre manuscrit des Nibelungen de Saint-Gall. Il s'agit du codex St. Gallensis 857. C'est son nom officiel. Ce document est d'une valeur inestimable. Pour ne pas risquer de l'abîmer, on est obligé de le manipuler avec des grands velours. Une des particularités de ce texte est la lettrine placée en début de page. Il s'agit en l'occurrence d'un E majuscule. L'initiale est de couleur bleue sur fond doré et à l'intérieur on peut voir un personnage. Sa main droite tient la barre transversale du E et il a la main gauche levée. Il forme un cercle avec son pouce et son index. C'est un geste classique pour marquer le début d'un récit. Le personnage représenté est en fait un poète et il nous raconte une histoire. On retrouve la légende de l'or du Rhin dans des chansons anciennes. Elle se transmettait ainsi oralement de génération en génération. Un trésor, c'est une collection d'objets de valeur en argent ou en or, de pièces de monnaie et de bijoux, bagues, bracelets et autres. Un chef tribal ou un prince se devait de posséder un tel trésor afin de s'attirer les faveurs de la population. Ce trésor lui permettait d'asseoir sa domination. Il achetait ses sujets en les couvrant de cadeaux. C'est ainsi qu'il renforçait sa domination. Voilà comment les choses se passaient. La légende de Siegfried peut sembler incroyable, mais les indices conduisant à la cachette du trésor sont en revanche tout ce qu'il y a de plus concret.
Des chansons scandinaves écrites en vieux norrois, datant de l'an 1000, font déjà état d'un trésor enfoui au fond du Rhin. Elles utilisent une métaphore pour parler de l'or. Elles parlent plutôt du sable du Rhin. Mais c'est une référence directe au trésor des Nibelungen qui gît au fond du Rhin. Mais le Rhin est particulièrement long. Il donne l'impression de serpenter sans fin à travers des paysages chargés d'histoire. Dans la chanson des Nibelungen, la piste nous conduit à Worms, une ville située sur la rive gauche du Rhin moyen. Chaque année, sur les marches de la cathédrale Saint-Pierre, des comédiens rejouent l'histoire d'amour de Siegfried et de Kriemhilde. La ville de Worms est au centre de l'intrigue de la chanson des Nibelungen. C'est ici que Hagen complote l'assassinat du riche et puissant Siegfried. C'est aussi ici que Kriemhilde jure de se venger. Non sans fierté, la ville de Worms commémore son statut de berceau des Nibelungen. Les origines de la ville remontent jusqu'au néolithique. Les héros et les crapules de la légende ont-ils vraiment vécu ici ? Dans la chanson des Nibelungen, Worms est la capitale du royaume burgonde. À la mort de Siegfried, elle prend le nom de Nibelungen. On pense que c'est ici que siégeait la cour du roi. Mais impossible d'en trouver la moindre preuve, pas même au musée de la ville, aux grandes dames de Mathilde Grunwald, archéologue de la ville de Worms. On aimerait bien pouvoir affirmer que les Burgondes ont vécu à Worms. Mais en tant qu'archéologue municipal, cela m'est impossible. Je n'ai pas réussi à retrouver la moindre trace de leur présence. Les rares vestiges d'art germanique, datant de la première moitié du 5e siècle, n'ont aucun lien avec les Burgondes. C'est comme si les Burgondes n'avaient jamais existé, comme s'ils étaient invisibles. Il existe bien une preuve de leur présence sur les bords du Rhin. Une pierre tombale du IVe siècle après Jésus-Christ. Une inscription gravée nous révèle qu'un prince burgonde du nom de Ariulfus est enterré là. Cette pierre n'a malheureusement pas été découverte à Worms. Le plus frustrant pour nous, habitants de Worms, c'est que le seul Burgonde, connu nommément, est en fait enterré à Trèves. C'est à Trèves que se trouvait la cour du roi. C'est là-bas que Ariulfus, assisté de son oncle, travaillait comme officier. Tous les événements qui se sont déroulés à la cour burgonde sont décrits dans les moindres détails dans la chanson des Nibelungen. Kriemhilde, qui refuse d'accepter la mort de Siegfried et qui jure de se venger de Hagen, le meurtrier de son mari. Et le roi Gunther, qui refuse de prendre parti. À quelle époque faut-il rechercher nos héros ? Dans quel contexte historique se déroulent leurs aventures ? Dans les légendes, l'histoire est toujours déformée. On essaie de faire correspondre différents événements historiques à notre histoire. On finit par recréer un monde où tous les événements et tous les personnages seraient reliés les uns aux autres. Il s'agit d'un monde révolu, fermé, un heroic age, pour utiliser un terme anglais, dans lequel se déroulent les événements dont il est question dans la légende. À cette époque, les Burgondes sont une des grandes puissances de la vallée du Rhin. Les traces de leur présence remontent à la naissance du Christ. Longtemps, on a cru que les Burgondes étaient originaires de l'île de Bornholm, sur la mer Baltique. Dans les légendes médiévales scandinaves, cette île s'appelait d'ailleurs Burgundarholm. En tout cas, une chose est sûre, il y a plus de 2000 ans, les Burgondes ont traversé la mer Baltique pour venir s'installer dans l'actuelle Pologne. C'est dans le texte d'un érudit romain, Pline l'Ancien, qu'il est pour la première fois fait mention du peuple burgonde. Pline l'Ancien les aurait rencontrés en 57 après Jésus-Christ, quelque part entre l'embouchure de l'Oder et celle de la Vistule. Mais les Burgondes ne resteront pas longtemps en Pologne, les Goths rôdent dans les parages. Les Burgondes choisissent donc de mettre le cap au sud-ouest. Dans la deuxième moitié du IIIe siècle, ils débarquent dans la région du Main. À Stein am Rhein, nous avons rendez-vous avec l'un des rares experts à s'être penché sur ce peuple mystérieux et sur ses multiples migrations, Reinhold Kaiser, professeur d'histoire à l'université de Zurich.
Il est très difficile de suivre avec précision la migration vers l'ouest des Burgondes. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, on les voit soudain réapparaître dans la région du Main supérieur, l'actuelle Franconie. Difficile de savoir ce qui s'est passé entre-temps. Nous n'avons pas de réponse, que ce soit dans les textes ou en s'appuyant sur les découvertes archéologiques. Il est de toute façon très difficile de suivre le parcours des Burgondes en s'aidant des témoignages archéologiques. En arrivant dans leur nouvelle patrie d'adoption, les Burgondes, ces barbares venus de l'Est, se heurtent pour la première fois aux légions romaines. Les Burgondes se trouvent devant la frontière de l'Empire romain, marquée par le Rhin. De l'autre côté commencent les terres de l'Empire romain. La civilisation romaine est nettement supérieure à la civilisation burgonde. Les nouveaux arrivants sont sûrement éblouis par tout ce luxe. Mais malgré cette prospérité de façade, le pouvoir de Rome commence à s'effriter. Sur le plan militaire, l'Empire romain est tout juste capable de protéger ses frontières des assauts ennemis. À cette époque, l'Empire romain traverse une véritable crise. Il est attaqué sur deux fronts, d'un côté dans la vallée du Rhin et de l'autre dans celle de l'Euphrate. Les Romains perdent peu à peu le contrôle de la situation. Ils sont constamment victimes de pillages. La première vague de pillages se déroule dans le sud de l'Allemagne, sur les bords de la Lèche. Les Burgondes sont alliés aux Vandales. Lors de la deuxième vague de pillage, les Burgondes sont soutenus par les Alamans. Il est intéressant de constater qu'ils collaboraient régulièrement avec d'autres tribus. Les fortifications du Limès sont encore debout. Elles s'étendent sur plus de 500 km. Il s'agit d'une succession de remparts, de tranchées, de palissades et de tours de guet en bois. Au centre se dresse l'oppidum, le fort du haut duquel la garde romaine repousse les assauts des pillards. Voici l'un de ces camps militaires. Il s'agit du camp romain de Salbourg, dans le massif du Taurus. Derrière ces murs, plus de 500 hommes tentent de repousser les attaques des Germains. Sur cette ancienne coupe en argent, on peut voir un Romain triompher d'un Germain, affublé d'une barbe. Mais c'est de plus en plus souvent l'inverse qui se produit. Les forts romains tombent les uns après les autres. Les garnisons romaines évacuent Salbourg en 260. Le camp de Niederbiber, un peu plus au nord, est entièrement rasé. Les envahisseurs en profitent pour piller les caisses de l'armée romaine. Lors de fouilles archéologiques, on a découvert à cet endroit une tête de dragon en cuivre, une pièce de la première moitié du IIIe siècle que l'on fixait au sommet de la hampe d'un étendard romain. Marcus Junkelmann, passionné d'histoire militaire et d'archéologie expérimentale, a réalisé une reproduction à l'identique de cet insigne militaire romain. Celui-ci a maintenant rejoint son impressionnante collection d'armes militaires romaines. Cette tête de dragon a été découverte dans le camp de Niederbiber, autrement dit, tout près du Rhin. Là-bas, on a aussi découvert les vestiges d'une bataille. On suppose donc que ce camp a été rasé par les Germains au cours du IIIe siècle. En voyant cette tête de dragon qu'on a déterrée sur le chantier de fouilles, on est tenté de dresser un parallèle entre la défaite de l'armée romaine, autrement dit le massacre des troupes romaines, et le massacre du dragon par Siegfried. Les tribus germaniques, longtemps incapables de franchir les lignes de fortification romaines, ont-elles voulu comparer leur récent succès à la victoire de Siegfried sur le dragon? C'est tout à fait possible. Ce type d'analogie se retrouve dans d'autres cultures. Les trésors qu'ils ont réussi à prendre à leurs ennemis romains sont considérables. Ces objets venus d'une civilisation plus sophistiquée sont entrés dans la légende, au point de passer pour le trésor des Nibelungen, volé au dragon.
Quelle est véritablement l'ampleur du trésor des Nibelungen? 144 chars remplis d'or, d'argent et de pierres précieuses auraient été nécessaires pour transporter l'héritage de Kriemhild jusqu'à Worms. La veuve de Siegfried souhaite utiliser ce trésor pour recruter les puissants barons qui l'aideront dans sa quête de vengeance. Hagen, qui sent venir le danger, préfère se débarrasser du trésor en le jetant dans les eaux du Rhin. Le fleuve attire depuis toujours les chercheurs de trésors. La première découverte d'or dans la région remonte à plus de 2000 ans. Les premiers à avoir tamisé le sable du fleuve à la recherche d'or sont les Celtes. Puis ça a été le tour des Romains, puis des Allemands. Les récoltes sont maigres, mais la légende du trésor des Nibelungen n'en finit pas d'attiser la fièvre de l'or. Aujourd'hui encore, on rencontre de nombreux aventuriers comme ce chercheur d'or amateur, Werner Störck, venu tenter leur chance sur les berges du Rhin. Nous nous trouvons à la barre d'Istein, dans la partie sud du Rhin supérieur. Il s'agit d'un ancien site d'orpaillage. Les Romains, et avant eux les Celtes, tamisaient déjà le fleuve à la recherche d'or. L'orpaillage s'est poursuivi jusqu'au siècle dernier. Les orpailleurs s'interrogeaient sur la provenance de l'or qu'ils trouvaient dans le fleuve. Pour certains, il s'agissait de miettes de soleil. Pour d'autres, il s'agissait bien évidemment de l'or du Rhin, le fameux trésor des Nibelungen. Ils pensaient avoir découvert le trésor des Nibelungen. Ils pensaient que c'était l'or des Nibelungen qui était caché au fond du Rhin. L'orpaillage est un travail particulièrement pénible. L'orpailleur passe des heures entières à patauger dans l'eau froide et à tamiser des quantités impressionnantes de sable. Tout cela pour quelques rares pépites. Le fleuve ne livre pas facilement ses trésors. Les nazis l'ont appris à leurs dépens. Très attachés au mythe de Siegfried, ils l'ont même élevé au rang de héros national. Eux aussi se sont mis en quête du trésor des Nibelungen. Ils pensaient trouver son trésor, le légendaire or du Rhin, au fond du fleuve. À l'aide d'appareils ultra perfectionnés, les troupes d'Hitler ont tenté de mettre au jour le trésor englouti. Ils ont construit l'une des plus grandes dragues de l'époque afin d'extraire l'or du Rhin. Un vrai travail de titan. Leurs tentatives se sont soldées par des échecs. Ils ne sont parvenus à extraire que 300 grammes d'or. Hermann Göring s'est fait forger un anneau des Nibelungen à partir de 30 grammes d'or repêché dans le Rhin. Voilà toute l'histoire de l'or du Rhin. La fascination qu'exerce le trésor perdu des Nibelungen perdure malgré tout. De nombreux chasseurs de trésors parcourent aujourd'hui encore le Rhin à la recherche de pépites d'or. Peut-être devrions-nous étudier plus attentivement les indices dissimulés dans la chanson des Nibelungen? Ici, il est écrit que Hagen a caché le trésor dans le Rhin près du gouffre de Loche. Mais de quel gouffre s'agit-il? De quel côté faut-il chercher? Kriemhild a tenté en vain de percer le secret de Hagen. Il ne faut pas oublier non plus que le Rhin tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas le même qu'au temps des Romains et des Burgondes. Aux archives du Land de Bade-Württemberg, le conservateur du patrimoine Clemens Kieser nous explique l'évolution du tracé du fleuve. Voici un document très intéressant datant de 1817. On peut voir l'évolution du tracé du fleuve. Avant, ce n'était qu'une succession de méandres. Il serpentait à travers les forêts et les champs. Il faut savoir qu'à cet endroit, le Rhin n'a pas un gros dénivelé.
Le fleuve change de direction dès qu'il rencontre le moindre obstacle. C'est comme ça que se sont formés ces méandres. Tout ça, ce sont d'anciens méandres. On dispose désormais de techniques assez fiables pour les dater. Le bassin versant mesure entre 5 et 15 km de large. En rouge, c'est le tracé actuel du fleuve. On voit bien comme le nouveau tracé coupe à travers les anciens méandres. Les travaux de régularisation du Rhin au XIXe siècle ont permis de transformer ce fleuve tortueux en une voie navigable large et rectiligne. Les anciens bras du fleuve sont aujourd'hui asséchés. D'après Clemens Kieser, c'est justement pour cette raison qu'il est intéressant de se lancer à la recherche du trésor des Nibelungen. Étudier le Rhin, c'est un peu comme étudier un document d'archives en taille réelle. Et nous sommes bien loin d'avoir découvert tous ses secrets. Il est très probable que nous découvrions un jour ou l'autre de nouveaux trésors, que ce soit de manière accidentelle ou suite à des fouilles. Il fallait bien, à un moment ou à un autre, que les Romains traversent le Rhin. Il arrivait souvent que des bateaux sombrent ou perdent leur chargement, ou encore que les Romains déposent des objets sur un lieu de culte et les oublient en partant. Ces objets finiront bien par remonter à la surface un jour. Cette région nous réserve bien des surprises. On a souvent dit qu'on ne trouverait rien ici, et que le Rhin avait dû tout emporter, mais c'est faux. Il a avalé de nombreux trésors, mais nous les rendra peut-être un jour. C'est du moins ce qu'espère Hans Jacobi. Cet ingénieur a suivi les traces de son père et s'est lui aussi lancé à la recherche du trésor. Son père avait investi énormément de temps et d'argent dans sa quête du trésor des Nibelungen. Eich am Rhein. Hans Jacobi n'est pas le seul à penser que cette région pourrait bien être celle désignée sous le nom de Loche dans la chanson des Nibelungen. C'est l'un des endroits les plus profonds du fleuve. Cette zone est aussi redoutée des bateliers que le rocher de la Loreley. Nous nous trouvons à l'endroit appelé le Trou Noir. Si on l'appelle comme ça, c'est parce que c'est très profond. À cet endroit, la profondeur atteint 25 mètres. C'est tout à fait exceptionnel pour le Rhin. Ça explique qu'on trouve des silures géants. Celui-ci, par exemple, mesure 2,30 mètres de long. En eau profonde, les silures se comportent comme des prédateurs. Le Trou Noir se trouve donc à cet endroit. De l'autre côté, c'est la région de Lochheim. Et notre trésor est enterré quelque part par ici. En s'appuyant sur ces nombreux forages, Hans Jacobi a développé sa propre théorie sur l'emplacement possible du trésor. On est à 2 pas du Rhin. D'après nos calculs, c'est précisément à cet endroit que Hagen a caché le trésor. On a donc sondé le terrain avec un appareil de forage à l'endroit où nous nous trouvons. Voilà l'appareil qu'on a utilisé. Devant, vous pouvez voir les tuyaux. Ils mesurent 1,20 m de diamètre. On a foré le sol, mais impossible de descendre au-delà de 10 mètres. On bute sur une plaque de marbre. On pense qu'il peut s'agir d'une cachette. D'après nos calculs, la plaque ne fait pas plus de 7 mètres de côté. On vient de sortir un tout nouvel appareil de forage. Il n'y a pas mieux sur le marché. On va réessayer avec cet appareil. On aimerait bien savoir ce qui se cache sous cette plaque de marbre. Mais avant de pouvoir creuser, il doit d'abord se mettre d'accord avec le propriétaire des terres où se trouve le trésor. L'agriculteur semble plus se préoccuper de ses récoltes que de la présence éventuelle d'un trésor. Quel secret renferme donc ce fleuve? Existe-t-il d'autres histoires en dehors de la chanson des Nibelungen faisant état d'un trésor englouti dans le Rhin? Pendant des siècles, le Rhin a marqué la frontière entre l'Empire romain et le monde germanique. Ce fleuve était un lieu de passage. Surtout à l'époque où les Burgondes et les autres peuples germaniques n'hésitaient pas à franchir le Limès et le Rhin pour aller piller l'arrière-pays romain.
Les Germains avaient remarqué que la frontière n'était plus très bien défendue. De plus, une fois la frontière passée, il leur était facile de pousser jusqu'en Gaule. Ils pouvaient ainsi piller de nombreux villages et rentrer chez eux, les bras chargés de trésors. Chez les Germains, cette expérience a laissé des traces dans les esprits. Les Romains ont été contraints d'abandonner leur position sur le Rhin supérieur et d'édifier une nouvelle ligne de fortification un peu plus en retrait. C'est là que se sont déroulés les combats par la suite. Au IIIe siècle, les incursions germaines s'enfoncent toujours plus loin en territoire romain. Les routes pavées, construites par les Romains, facilitent leur progression. Ces routes leur permettent de parcourir rapidement des centaines de kilomètres, semant la peur et la terreur sur leur passage. Après plusieurs mois de pillage, les envahisseurs rebroussent chemin, emmenant avec eux leur précieux butin. Les Romains manquent d'hommes pour défendre les frontières de leur empire. Ils préfèrent concentrer leurs forces le long du Rhin. Peu importe que les tribus barbares arrivent à pénétrer loin dans les terres de l'Empire romain, ils seront bien obligés, pour rentrer chez eux, de traverser le fleuve. C'est là, justement, que les Romains choisissent de leur tendre une embuscade afin de récupérer leurs biens. C'est sans doute à cette époque qu'est née l'idée de créer une flotte fluviale. La ville de Mayence est un ancien chantier fluvial. Les Romains disposaient de connaissances considérables dans ce domaine. Ils construisaient de bons bateaux et de bons navires de guerre. Pour pouvoir mieux se défendre, les Romains ont eu l'idée de bâtir un nouveau type de bateau, plus petit que ceux qu'ils avaient l'habitude de construire. Ces petits bateaux étaient parfaitement adaptés aux opérations de patrouille sur le fleuve. Les soldats appréciaient tout particulièrement ces opérations de patrouille, car ils en profitaient pour se remplir les poches au passage. Il semblerait que les Romains aient mené des patrouilles intensives dans la région du Rhin supérieur. Les bateaux comme ceux représentés sur ce relief datant de la fin de l'Empire romain effectuent des patrouilles sur le tronçon du Rhin situé entre les importants camps romains de Mayence et de Strasbourg. Près de 5000 soldats sont stationnés dans chacune de ces deux villes. Elles servent de point de départ aux patrouilles fluviales qui font la chasse à l'ennemi germain. Le musée de la navigation antique de Mayence abrite les vestiges de cette flotte fluviale. Lors de travaux de terrassement dans le Rhin, on a retrouvé les restes de 5 galères romaines datant de la fin de l'Antiquité. Cette importante découverte a permis aux archéologues d'obtenir des informations capitales sur le nombre d'hommes et de bateaux patrouillant sur le Rhin. Ces bateaux ont pu être reconstruits à l'identique. Avec l'aide de ses étudiants, l'historien Heinrich Konnen a ainsi reconstitué l'un de ces bateaux de patrouille. Les navires qui sillonnaient le Rhin sont sans doute les ancêtres du bateau sur lequel je me trouve. Ces petits navires fluviaux étaient très pratiques pour pourchasser les Germains et leur reprendre les biens que ces brigands tentaient de faire passer chez eux. Grâce à leurs bateaux très rapides, les Romains parvenaient souvent à empêcher les Germains de traverser le fleuve. Ils arrivaient à surprendre leurs adversaires et même parfois à percuter leurs bateaux et à les faire chavirer. Afin d'avoir une chance d'échapper à ces bateaux rapides comme l'éclair, les Germains sont obligés de traverser le fleuve le plus loin possible des garnisons romaines. À Neupotz, à mi-chemin entre Mayence et Strasbourg, on a d'ailleurs découvert les vestiges d'un ancien port. Au IIIe siècle, ce passage constitue l'endroit rêvé pour traverser le Rhin et rejoindre les terres barbares. Pour les Burgondes, les Alamans et les autres tribus germaniques, le Rhin constitue le dernier, mais aussi le plus redoutable obstacle. S'il est vrai que ce passage était autrefois très emprunté, on devrait pouvoir retrouver les traces des nombreuses expéditions de pillage. C'est effectivement le cas. À l'emplacement d'un ancien bras du Rhin, une drague flottante appartenant à l'exploitation de gravier des frères Kuhn
a fait une incroyable découverte. Un jour d'août 1980, alors que je passais la journée au bord du lac avec ma famille, mon frère est venu vers moi et m'a dit « Willy, il faut qu'on y aille ». Fred, le conducteur de la drague, vient d'appeler pour dire qu'il avait trouvé un grand chaudron. Alors, on y est allé. Et là, on a vu le chaudron. Au milieu du tas de gravier, il y avait une grande marmite avec 28 récipients plus petits à l'intérieur. C'était la première d'une longue série de découvertes de trésors romains dans le lac de Neupots. Les experts du Conservatoire du patrimoine dépêchent tout de suite un plongeur sur les lieux. Après avoir inspecté le fond de l'ancien bras du Rhin, il remonte à la surface, le sourire aux lèvres. Il ne s'agit pas d'une découverte isolée. Le fond est entièrement recouvert d'objets datant de l'Antiquité. Les scientifiques appelés sur place sont unanimes. Les objets datent tous de l'époque romaine. D'autres plongeurs venus en renfort aident à récupérer les objets gisant au fond de l'eau. Il faut se rendre à l'évidence. Il s'agit là de l'un des plus importants trésors jamais découverts en Europe. Plus de 1000 objets sont remontés à la surface. Cet incroyable trésor est aujourd'hui exposé au musée de Spire. Tous ces objets datent du IIIe siècle, une époque où les tribus barbares n'hésitaient pas à traverser le Limès et à s'introduire au cœur de l'Empire romain. Mais les objets découverts sont en grande partie abîmés. Ils portent les marques d'un saccage délibéré. Pour le directeur de la collection, Richard Petrovski, cela confirme que les objets découverts à Neupots sont bien le produit de pillage. En examinant les objets d'un peu plus près, nous avons découvert un élément très intéressant. De nombreux objets, en particulier ceux en argent, avaient été découpés. On a parfois affaire à des objets très vieux et de grande valeur, mais ils ont tous été découpés en morceaux. C'est ce qui nous a fait penser à un partage de butin. Avant la traversée du fleuve, les Germains répartissaient leur butin entre les différentes tribus. Ils savaient que la flotte romaine les attendrait lors de la traversée du fleuve. Ils pensaient avoir plus de chance en se divisant en plusieurs petits groupes afin de traverser le fleuve à différents endroits en même temps. Les Germains sont donc tout à fait conscients du danger qui les guette au moment de la traversée du Rhin. C'est pourquoi ils préfèrent se partager le butin avant de se lancer par petits groupes à l'assaut des flots. Ils espèrent ainsi éviter que tout leur butin ne tombe entre les mains des Romains qui patrouillent le fleuve à bord de leurs galères. Car, une fois repérés, les Germains, à bord de leurs bateaux primitifs, colmatés à la va-vite avec du ciment, n'ont absolument aucune chance face aux Romains. Nombre d'entre eux périssent au cours de la traversée. J'ai découvert ce crâne au début des années 60. Lorsque la benne est remontée à la surface, j'ai aperçu un crâne au milieu des remous. Au début, j'ai eu un peu peur. Je me souviens, c'était un après-midi d'automne. La nuit commençait à tomber. Mais je suis quand même allé récupérer le crâne. Je l'ai nettoyé et ensuite, je suis rentré chez moi. J'ai dit, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai trouvé un crâne. Le trésor des barbares de Neupots s'est entaché de sang.
Des milliers de Romains ont perdu la vie en tentant de défendre leurs maisons et leurs lieux de culte. De nombreux Alamans et Burgondes ont été engloutis dans les eaux du Rhin avec leur butin. Pas étonnant que de nombreuses légendes germaniques laissent planer le spectre d'une malédiction entourant le trésor, comme c'est le cas dans la chanson des Nibelungen. Après avoir perdu son or dans le Rhin, Kriemhilde décide de prendre congé de ses frères et de la cour de Worms. Elle sait que le roi Gunther protège le meurtrier de son mari. Sans trésor, elle n'a aucune chance de mobiliser des chevaliers contre Hagen. Pleine de haine et d'amertume, elle décide de quitter la cité burgonde et de rentrer à Lorsch, où réside sa mère. Lorsch, autre lieu historique mentionné dans la légende de l'or du Rhin. Cette ville peut-elle nous conduire jusqu'au trésor des Nibelungen? Parviendra-t-on à lever le voile sur le secret des Burgondes? Dans la bibliothèque de Saint-Gall, nous retrouvons le professeur Heinzle, grand spécialiste des Nibelungen. Nous lui demandons des précisions sur ce lieu, ainsi que sur Kriemhilde, la veuve éplorée. Le monastère de Lorsch, dans les environs de Worms, était une abbaye très puissante et très riche au XIIIe siècle. Après le meurtre de Siegfried, Kriemhilde choisit de retourner auprès de sa mère à Lorsch. Elle a tout organisé. Elle a même prévu le rapatriement du corps de Siegfried. Le monastère de Lorsch. Au Moyen-Âge, c'est l'un des centres intellectuels de la région du Rhin. L'abbaye possède de nombreuses terres. Il s'agit d'un monastère royal. C'est là que sont enterrés les rois et les princes allemands. Il n'est fait mention de Lorsch que dans une seule version de la chanson des Nibelungen. On a donc supposé que l'auteur avait voulu ainsi exprimer sa gratitude au puissant souverain de Lorsch. Kriemhilde arrive au monastère avec la dépouille de son mari. Si l'on en croit les indications de la chanson des Nibelungen, le sarcophage en pierre du héros assassiné devrait être encore exposé à l'abbaye plusieurs siècles après sa mort. D'après l'épopée médiévale, le valeureux héros repose à Lorsch dans un grand cercueil. On trouve en effet à Lorsch un mystérieux sarcophage en grès de 2,40 m de long. Il est orné de symboles chrétiens et germaniques anciens. Mais il s'agit en fait du sarcophage d'un prince du XIIe siècle. À cette époque, les Burgondes et les légendaires Nibelungen avaient depuis longtemps déjà quitté les rivages du Rhin. La ville de Lorsch a joué un rôle décisif dans l'intrigue des Nibelungen. C'est d'ici que Kriemhilde, désormais démunie, conduit ses représailles contre le meurtrier de Siegfried. L'épisode de Lorsch tombe en plein milieu du récit, entre la première et la deuxième partie. La première partie se clôt par la mort de Siegfried, et la deuxième s'ouvre sur la mort de l'épouse d'Etzel, le roi des Huns. Le roi cherche une nouvelle épouse, il demande Kriemhilde en mariage. Dans la deuxième partie, la chanson des Nibelungen prend une toute autre dimension. Etzel, le roi des Huns, correspond à une figure historique ayant réellement existé. Etzel fait demander la main de la belle veuve. En épousant le puissant roi des Huns, Kriemhilde pense avoir trouvé le moyen de venger l'assassinat de Siegfried. Le cœur lourd, elle s'installe à la cour de Etzel. Attila, le légendaire roi des Huns, a bien évidemment servi de modèle historique au personnage de Etzel. Dans les textes romains, les Huns sont comparés à des bêtes féroces.
Des cavaliers belliqueux qui, avant de consommer la viande crue, l'attendrissaient et la réchauffaient entre leurs cuisses et le flanc de leurs chevaux. En l'an 444, Attila devient le seul chef des Huns. Sous son règne, les Huns vont devenir aussi puissants que l'Empire romain. De tous les peuples barbares, les Huns sont ceux que les Romains craignent le plus. Originaires d'Asie, les Huns poursuivent leur conquête vers l'ouest. Vers le milieu du 5e siècle, ils possèdent un territoire immense. Le royaume des Huns s'étend des montagnes de l'Oural jusqu'au Danube. Ils représentent une menace permanente pour l'Empire romain affaibli. L'image que l'on a du guerrier Hun nous vient du grec Priscus, qui a vécu à la cour d'Attila. Les Huns répondent à tous les stéréotypes que l'on a du guerrier barbare, ça ne fait aucun doute. Les habitants d'Europe occidentale ou d'Europe méridionale les ont sans doute aussi trouvés un peu bizarres. Je ne citerai qu'une coutume qui a beaucoup marqué les Burgondes. C'est ce que l'on appelle la déformation artificielle du crâne. Chez les Huns, les enfants, surtout les petites filles, portaient des bandages autour de la tête pour allonger leur crâne. Cette mode, si on peut appeler ça comme ça, a été ensuite reprise par de nombreuses autres tribus alliées des Huns, notamment par les Burgondes. Ces derniers, qui étaient installés sur la rive droite du Rhin, entretenaient des liens étroits avec les Huns. On pense même qu'ils étaient leurs vassaux. Il a été historiquement prouvé que les redoutables Huns concluaient parfois de manière ponctuelle des pactes avec les Burgondes installés sur les bords du Rhin. Un mariage de raison, comme celui de Hetzel avec la princesse burgonde Kriemhilde, semble donc tout à fait vraisemblable. En suivant cette piste, on a également pu retrouver la trace des frères de Kriemhilde, Gunther, Gernot et Giselher. Même si on ne trouve aucune preuve de la présence des trois frères à Worms, leurs noms apparaissent tout de même dans un vieux texte de loi burgonde, la Lex Burgundionum, ou loi Gombette. De quoi est-il question dans ce texte? C'est ce que nous avons demandé à notre spécialiste du peuple burgonde, Reinhold Kaiser. Au moment où ces peuples barbares ont bâti leurs gigantesques empires, ils ont tenu à se doter d'une législation. Les rois se sont chargés de faire rédiger une loi. Dans le préambule de la loi burgonde, on trouve la liste de tous les anciens rois. Les noms des rois burgondes mentionnés dans la chanson des Nibelungen figurent effectivement dans la liste des anciens souverains. Les noms Gondemar, Giselher et Godomar, qui apparaissent dans la liste des souverains, correspondent à des personnages de la légende. Leur orthographe varie parfois, mais on retrouve une racine commune entre les noms des personnages historiques et ceux de la légende. Les deux concordent. Les rois burgondes, Gondemar, Giselher et Godomar, ont régné au milieu du 5e siècle. Autrement dit, en même temps que le roi des Huns, Hetzel. Leur empire s'étend alors de chaque côté du Rhin, autour de leur capitale, Worms. Depuis le 3e siècle et les grandes expéditions de pillage, le fleuve est connu pour renfermer un merveilleux trésor. 2 siècles plus tard, les Burgondes se souviennent-ils encore des trésors volés puis perdus par leurs ancêtres? Oui. Il se pourrait même que cela ait une influence sur leur choix politique. Après le mariage de Kriemhilde et d'Hetzel, les personnages de la chanson des Nibelungen s'acheminent inexorablement vers une fin tragique. Kriemhilde a invité Hagen, ses propres frères, ainsi que leur suite à une fête de réconciliation à la cour du roi Burgonde, mais il s'agit en fait d'un piège.
Dans la première version du texte, le roi des Huns est un homme très cupide. S'il invite ses beaux-frères chez lui, c'est pour leur dérober leur or. Mais il se heurte à un refus. Les Burgondes préfèrent mourir plutôt que de révéler l'emplacement de leur trésor. C'est le récit initial du déclin de l'Empire burgonde. D'un point de vue historique, on peut relier cet événement à la catastrophe qui a frappé le peuple burgonde au cours du 5e siècle, plus précisément pendant les années 435 et 436. Depuis plusieurs générations, les Burgondes vivent en paix avec leurs voisins romains. Ils ont bâti leur propre petit empire autour de la ville de Worms, dirigé par un roi burgonde. Mais un jour, les Burgondes décident de poursuivre leur progression vers l'ouest. Ils reprennent leurs expéditions de pillage. Les Burgondes convoitent les richesses des Romains. En 435, ils pénètrent dans la province romaine de Belgique. D'après les historiens romains, les envahisseurs se retrouvent bloqués dans les contreforts des Ardennes. Les Burgondes, vaincus, décident de rentrer chez eux. Mais ils sont massacrés par les Romains et leurs alliés, les Huns. Les sources parlent de 20 000 morts parmi les rangs burgondes. Le peuple burgonde est en grande partie décimé. Gonthier, le roi des Burgondes, meurt lui aussi dans la bataille. Les Huns se battent aux côtés des Romains. Les récits des historiens racontent que les Huns n'ont pas hésité à massacrer les Burgondes, malgré leur lien avec ce peuple. Cet épisode marque le début du déclin de l'Empire burgonde. Dans la légende, la vérité a été déformée. On parle d'une crise militaro-politique suite à une banale histoire de cupidité, à une faiblesse de la nature humaine. On a réduit ces événements complexes à une simple histoire de cupidité humaine. Dans la chanson des Nibelungen, le déclin des Burgondes est irréversible. La lignée royale burgonde est entièrement décimée au cours d'une bataille décisive contre les Huns. C'est la confusion générale. Tout le monde se bat contre tout le monde. À la fin, on amène Hagen enchaîné devant Kriemhilde. Mais le meurtrier de Siegfried refuse toujours de révéler l'emplacement du trésor. Folle de rage, Kriemhilde tranche la tête de Hagen. Elle finira elle-même décapitée. C'est dans un bain de sang que se termine l'une des épopées les plus populaires du Moyen Âge. Dans la réalité, le destin des Burgondes est tout autre. Après l'attaque des Burgondes par les Huns, Rome décide de punir les Burgondes, coupables de violation du pacte de non-agression, en occupant leur territoire. Les Burgondes trouvent refuge dans la vallée du Rhône, où ils fondent un nouvel empire, la Bourgogne. En 461, la ville de Lyon est choisie comme capitale de leur nouveau royaume. Après leur départ forcé de Worms pour les abords du lac Léman, les Burgondes abandonnent leur langue germanique. Ils gardent par contre en mémoire les histoires tragiques des trésors perdus et des batailles sanglantes. Un chroniqueur romain a des mots très durs à l'encontre des envahisseurs. Des grands gaillards sentant l'ail et l'oignon, s'enduisant les cheveux de beurre rance et troublant mon sommeil avec leurs chants patriotiques. On part du principe que les Burgondes, au même titre que n'importe quel autre peuple migrant, devaient disposer d'un trésor. La perte de leur trésor signifiait la fin de leur empire. Et inversement, lorsqu'un empire disparaissait, il fallait bien faire quelque chose du trésor. C'est la raison pour laquelle, dans la légende, leur trésor disparaît. Dans la légende, il ne faut pas moins de 144 chars pour transporter le trésor des Nibelungen
avant que celui-ci ne finisse englouti dans les eaux du Rhin. Cette terrible perte a inspiré de nombreux récits. Les Burgondes se sont-ils trouvés un jour à la tête d'un aussi fabuleux trésor? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais la légende de l'or englouti dans le Rhin possède bel et bien une base historique. Pour s'en convaincre, il suffit de repenser à tous les plats en argent et les pièces en or repêchés dans l'ancien lit du fleuve frontalier.